au sujet de marché avec Jean-Jacques Oana, je le rappelle, à mes côtés en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour et bienvenue Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. C'est intéressant, c'est presque contre-intuitif au regard notamment de la discussion, des enjeux dont on vient de discuter avec Samy concernant la zone euro, crise énergétique, crise politique en Italie. Quand on regarde les marchés avec vos outils d'analyse, et ceux notamment de la FinTech avec laquelle vous travaillez, on constate une baisse de la tension financière. Les marchés se détendent un peu depuis quelques semaines. Oui, absolument. Et surtout depuis la semaine dernière, en réalité. Donc depuis le début finalement du mois de juillet, on a une détente globale des indicateurs d'aversion au risque. On le voit surtout sur les actions, en réalité. Et puis aussi d'autres marchés qui se stabilisent finalement. On va dire qu'ils réalisent une pause dans la baisse qu'ils avaient connue, par exemple les marchés de dette, de crédit européens, qui étaient sous forte tension ces derniers mois, et qui, à la faveur du rebond sur les actions, se stabilisent désormais. Et on voit qu'aujourd'hui, le rebond est principalement porté par la technologie, aux États-Unis et en Europe d'ailleurs, donc des secteurs qui avaient fortement chuté. Il n'en reste pas moins que les actions sont en tendance négative depuis le début de l'année, mais quand même avec des tendances assez mitigées et contrastées, puisqu'on a toutes les nuances de rouge entre 0 depuis le début de l'année pour le FTSE, qui est un indice riche en matières premières et surtout en pétrolière. Donc cela contribue à le soutenir depuis le début de l'année, jusqu'à moins 23% pour le Nasdaq. On a moins 16% pour le S&P 500. Je crois qu'on est à moins 14% sur l'Eurostoxx. Ouais. Donc on a vraiment beaucoup de... Il y a quand même une gamme de corrections. Absolument. Il y a des nuances dans la correction généralisée. Tout à fait, tout à fait. Et donc tout ça pour dire que finalement, quand on prend un peu de recul, on parle beaucoup des bourses et c'est normal parce que ça concerne le plus l'investisseur. Mais quand on regarde ce qui se passe dans l'ensemble du système FIT, dans l'ensemble des marchés, en réalité, cette année, en tout cas, les marchés d'actions ne sont pas directeurs. Ce ne sont pas là que se forment les grandes tendances. Selon nos indicateurs de réplication, où nous suivons des fonds spéculatifs, par exemple les fonds algorithmiques qui capturent des grandes tendances sur les marchés, donc les fonds leaders qui gèrent plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et en fait, ces fonds-là sont environ à plus 22% depuis le début de l'année. Ouais. Donc, ce qui montre le contexte exceptionnellement élevé des tendances sur les marchés. Ils se font des profits légèrement, enfin, ils paient des pertes légèrement, de légères pertes sur les marchés boursiers. Donc, on voit que c'est pas là qu'ils génèrent les gains. Ouais, ouais. Et les performances viennent des marchés obligataires, des devises et de l'énergie. Ouais. Donc, voilà. En fait, les trois secteurs où il se passe des choses au niveau de la macro, ce sont ces secteurs-là. Et les actions, la bourse, n'est qu'une fonction dérivée de ce qui se passe sur ces 2-3 grands marchés, comme vous dites. Alors oui, parce qu'en réalité, on voit que finalement, l'environnement macroéconomique, en tout cas la stabilité, les perspectives de stabilité se détériorent. Il y a une instabilité financière, mais l'instabilité, elle provient du crédit, majoritairement. Alors évidemment, il y a des dégonflements de bulles, il y a eu la baisse des valeurs de croissance, etc. Mais finalement, quand on regarde, quand on prend une photographie, j'allais dire à vol d'oiseau, du système financier, on a des vulnérabilités importantes sur les marchés obligataires, les marchés de crédit, les marchés émergents, avec des devises qui sont en forte baisse, comme la lire turque, par exemple. Beaucoup de devises émergentes sont sur des plus bas historiques contre dollar. Absolument, absolument. Notamment, sur la lire turque, on est à moins 23% depuis le début de l'année. Et puis on a sur les coûts de financement des pays qui sont très à risque. Donc, pas seulement la Turquie, mais beaucoup de pays de la zone Moyen-Orient, Afrique. On a eu récemment un défaut au Sri Lanka, mais cela peut évidemment s'accélérer plus tard parce qu'on sait qu'on a une menace de crise alimentaire. Ce sont des pays qui ont un accès au financement qui s'est raréfié et qui en plus ont des difficultés dans le contexte géopolitique actuel à s'approvisionner en blé et en céréales de manière plus générale. Donc voilà la photographie
du système financier aujourd'hui. Comment on explique alors que cette tension financière est un peu reculée ces derniers jours, ces dernières semaines? Est-ce que c'est le début d'un mouvement? Est-ce que ça veut dire que déjà les marchés globaux ont intégré suffisamment de mauvaises nouvelles peut-être pour retrouver une dynamique un peu plus positive, notamment vis-à-vis des actifs risqués? Est-ce que c'est le risque d'une simple pause face à des risques qui continuent de s'accumuler? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en réalité, on a des convulsions haussières dans une tendance baissière. Ces convulsions haussières sont très compliquées à capturer parce que avant de les capturer, il faut les comprendre. Et on voit très bien que rétrospectivement, on n'est souvent pas capable d'expliquer leur timing. On n'est pas capable de comprendre la causalité entre les nouvelles et les hausses de marché. Ouais. Donc c'est plus des positionnements d'investisseurs, finalement des rachats de positions baissières, des flux en réalité. Mais ces logiques de flux, elles viennent aussi se produire de manière assez contrariante. On le voit en réalité par rapport à la dynamique des nouvelles. Et donc je dirais qu'on n'en a pas fini avec les problèmes macroéconomiques, parce qu'en fait ils sont présents, on le voit, ils s'accumulent. Donc le premier problème, c'est le problème de l'énergie en Europe, mais dans le monde et en particulier en Europe. Pour donner une image qui reflète ces problèmes, on est à 41% de hausse sur le Brent depuis le début de l'année, 70% sur le gaz européen et à peu près 90 à 100% sur les coûts de l'électricité à long terme, pas au spot, à long terme. Ouais. Donc voilà les contraintes sur les prix de l'énergie. On parle de rationnement de la production, de la consommation d'énergie, non seulement auprès des consommateurs, mais aussi des entreprises. Donc cela fait peser un risque sur la croissance européenne. Le deuxième risque qu'on a, et vous en avez parlé, c'est le risque sur la politique italienne et sur l'instabilité en Italie, avec la menace d'une résurgence d'une crise de la zone euro. Et on voit qu'il n'y a pas finalement de bonne réaction de la Banque centrale européenne, parce que le risque est beaucoup plus politique que monétaire, puisque la Banque centrale européenne, je rappelle que selon ses statuts, son objectif, c'est d'avoir une inflation qui est maîtrisée. Or aujourd'hui, les taux actuels à moins 0,50 qui vont très vite monter autour de 0 peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, on a des taux qui sont beaucoup trop bas par rapport à l'inflation constatée aujourd'hui en Europe. Donc la BCE est en retard objectivement sur son processus de normalisation monétaire et elle ne peut pas poursuivre des objectifs contradictoires simultanément. Oui, non, mais il faut le dire comme ça. Les taux en Europe sont trop bas pour soutenir l'euro et donc limiter les effets de l'inflation importée. En revanche, pour certains pays, ils sont peut-être déjà trop élevés quand on regarde le coût de financement en absolu pour l'Italie ou en relatif par rapport à un pays comme l'Allemagne. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est plutôt quand même rassurant par rapport, j'allais dire, excusez-moi, c'est pas forcément rassurant, c'est pas rassurant du point de vue de la croissance, mais c'est rassurant vis-à-vis de la fragmentation de l'euro. C'est que cette fois-ci, un maillon faible européen est aussi l'Allemagne. Oui. On dirait qu'on a deux maillons faibles, et ils sont assez emblématiques, c'est l'Allemagne et l'Italie en même temps. Et de ce point de vue-là, c'est quand même mieux que la décennie précédente. On avait l'Allemagne qui était leader, et les autres pays qui étaient non seulement à la traîne, mais qui avaient finalement une trajectoire de croissance qui était totalement divergente. Là, au moins, on a une convergence d'intérêts. Et cela est quand même est à souligner. C'est une différence majeure par rapport à la décennie précédente. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, le problème n'est plus monétaire. À mon avis, mais c'est mon humble avis, l'outil anti-fragmentation de la Banque centrale européenne est encore une fois du bricolage et n'est pas une réponse institutionnelle ou juridique de l'Europe. C'est un outil qui pallie le manque de réponse politique, budgétaire, institutionnelle permanent en Europe. Et c'est aussi finalement, j'allais dire, l'intérêt des crises, c'est que ça éveille finalement notre conscience, notre prise de conscience sur les insuffisances
de la construction financière et notamment de la construction européenne. Et justement, l'objectif des politiques, mais on sait que le temps politique est beaucoup plus long que le temps des marchés, ce sera d'y apporter des réponses et une réponse politique. Donc ça veut dire beaucoup plus de cohésion au niveau dans les politiques économiques européennes et une mutualisation des dettes. Vous le dites, en partie. Les enjeux qui frappent aussi bien des pays du Sud comme l'Italie que des pays du Nord, parce que derrière l'Allemagne, c'est aussi l'Autriche et d'autres pays très dépendants du gaz russe. La crise du gaz est un élément de fragmentation de la zone euro. Est-ce que cette fois, on a des chances d'y arriver un peu plus rapidement que les fois précédentes? On l'a vu au moment du Covid, ce moment un peu hamiltonien où on a décrété qu'on allait mettre ensemble de la dette pour un programme spécifique dédié au choc extérieur qui était le Covid. Ce moment-là, il est venu très vite. Cela me paraît un peu tôt, prématuré pour y répondre, mais en tout cas, on voit très bien que l'enjeu, il est politique, il est plus monétaire. Donc en réalité, j'allais dire que finalement, c'est du court-termisme de regarder. Oui. Peut-être que ça va calmer les marchés, mais en réalité, les problèmes sont là. La BCE ne peut plus aujourd'hui faire comme Mario Draghi l'avait fait en son temps, c'est-à-dire faire du whatever it takes. Ce n'est plus possible parce qu'aujourd'hui, finalement, le risque principal pour elle, en tout cas, dans ses statuts, dans son objectif, c'est la lutte contre l'inflation. Ce n'est plus autre chose. Et c'est le politique qui doit résoudre cette crise qui est éminemment politique. Donc aujourd'hui, nous sommes entre les mains des politiques en Europe et plus entre les mains des banquiers centraux. Et à mon avis, c'est pour la bonne cause. Et au-delà de ce risque-là, évidemment, il y a le risque qui plane sur une vague de défaut des dettes, mais cette vague de défaut, elle va prendre du temps. C'est pour ça que je parlais de crack larvé. On est dans un bear market long terme, avec des très fortes convulsions haussières, des possibilités de rebond importantes, mais à mon sens, qui sont limitées, parce qu'on passera par finalement une vague de défaut qui ne s'est pas produite dans la décennie précédente, mais qui devra purger le système financier des mauvaises dettes de manière corrective. Et ça fait partie de l'économie, finalement. Oui, le calmant monétaire a disparu du jeu des marchés, en tout cas pour un temps. Absolument. Merci beaucoup Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana qui était avec nous en plateau pour nous livrer sa vision, son analyse de marché, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h après le meeting de la BCE pour un grand débrief avec nos invités de Planète Marché.